Merci à tout le monde en tout cas d'être ici, d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous parler financement immobilier aux États-Unis. J'ai la chance d'accueillir sur ce webinaire Marine Gold qui est avec nous et qui est courtière en emprunt immobilier aux États-Unis en Floride. Donc on va profiter de son expertise pour essayer de vous donner des réponses sur ces aspects de financement. On va essayer de faire des choses très rationnelles sur une présentation qui va durer 35-45 minutes environ. Et puis derrière, on aura un temps de questions-réponses comme d'habitude pour tout simplement essayer de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Donc, juste pour me représenter en 2 mots, je suis Julien Reynard, d'Investir.us. Je vis aux États-Unis depuis 5 ans environ, où je suis investisseur immobilier et entrepreneur. J'ai fait de l'immobilier depuis plusieurs années. J'ai développé une activité de marchand de biens et de constructeur aux États-Unis et j'ai éprouvé plusieurs États, la Géorgie, la Floride, l'Ohio. Voilà. Donc j'ai une petite expérience en matière d'investissement immobilier où j'accompagne aussi des investisseurs, notamment francophones, européens aux États-Unis. Peut-être que je peux te laisser te présenter, Marine également, pour que tu nous expliques qui tu es. Oui, donc je suis Marine Gold, donc je suis courtière en prêt immobilier en Floride, comme Julien l'a dit. Et donc moi, ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis et 10 ans de financement immobilier. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons discuter de tout ça ensemble. Une belle expérience dont tu vas nous faire profiter, c'est parfait. Je laisserai bien sûr Marine nous expliquer les choses très précises sur le financement et moi j'essaierai d'apporter un contexte un peu plus général, une vision un peu plus d'investisseur. Déjà, je voulais commencer à un petit peu déblayer le terrain entre guillemets pour savoir ce qui était le plus simple à financer de ce qui était le moins. Est-ce qu'on peut tout financer en matière d'investissement immobilier aux États-Unis ou pas? Est-ce qu'en tant qu'étranger, on peut obtenir un financement ou pas? Voilà, j'ai essayé de refaire un slide un peu global. Alors, la première chose déjà que je veux vous dire, c'est qu'évidemment, les banques sont à la recherche d'une garantie la plus forte possible, ce qu'on appelle le collatéral aux États-Unis, et donc recherchent un actif sur lequel elles vont avoir bien la possibilité, en cas de défaut, de pouvoir le liquider facilement. Donc, évidemment, qui dit actif liquide dit bien terminé, maison. Déjà, c'est la première chose à savoir. Il est beaucoup plus compliqué de trouver du financement pour de l'acquisition de terrain ou pour l'acquisition de biens à rénover. Personnellement, je fais de l'acquisition de terrain en Floride et évidemment, c'est que des offres en cash. Et malgré le fait que je sois résident américain, j'ai pas forcément intérêt à financer. Il y a toujours des solutions de financement aux États-Unis. Je vais juste vous donner une notion qui existe aux États-Unis, pardon, qui s'appelle le hard landing. C'est en fait le fait de se faire financer par des prêteurs privés. Donc, c'est une des solutions qui peut exister pour les gens qui veulent vraiment se faire financer un terrain ou un bien rénové. Mais évidemment, ce sont avec des termes qui sont beaucoup plus chers, des taux d'intérêt beaucoup plus hauts, et puis sur des termes qui sont généralement très stricts pour l'emprunteur. C'est généralement pour des gens qui ont besoin d'un financement rapide pour des zones définies courtes. Donc voilà, c'est très spécifique. Mais globalement, le financement va quand même s'adresser avant tout à des biens qui sont finalisés, où la banque va tout simplement être capable, en cas de problème, encore une fois, de pouvoir revendre facilement. Maintenant, j'aimerais revenir sur aussi une notion auquel beaucoup de gens croient. La notion de saisie, en fait, n'est pas quelque chose qui plaît aux banques. La banque ne gagne pas d'argent en saisissant les biens. Le rôle d'une banque, avant tout, c'est de prêter de l'argent et de gagner de l'argent grâce à l'intérêt. C'est pas
son intérêt n'est pas de saisir les biens et derrière de gérer un parc immobilier, de le revendre. Tout ça, c'est des embêtements pour eux et c'est pas leur métier. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre le moins de risques possible, donc être sur des marchés les plus homogènes possibles, où il y a les meilleurs comparables possibles pour le bien, pour qu'ils puissent vraiment déterminer la valeur du bien. Et puis aussi, eh bien, être sur oui, des biens qui sont en bon état. C'est ce qui les importe aussi. En parallèle, j'ai mis un deuxième point concernant la ville de Détroit. C'est une illustration pour vous montrer aussi qu'il n'est pas évident eh bien, d'obtenir du financement de partout aux États-Unis. J'ai pris cet exemple-là parce que j'ai tout simplement trouvé des sources là-dessus. Je fais aussi l'immobilier à Cleveland et c'est un peu le même, euh, la même problématique que l'on rencontre sur ce type de terrain, sur ce type de marché, où eh bien, il y a eu les subprimes, où il y a eu des biens qui ont été laissés à l'abandon parce qu'il y a eu une grande immigration, on va dire émigration plutôt, des gens qui sont partis de la ville. Et donc, évidemment, ça pose tout un tas de problèmes aux banques. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, j'ai retrouvé un chiffre. En 2014, la ville de Détroit, il y a eu 7700 maisons vendues, transactions résidentielles. Il y a eu seulement 500 maisons où il y a eu du financement. Donc, c'est quand même très, très peu. Ça fait évidemment, ça doit faire quelque chose comme 8%. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la première chose, c'est que dans les villes du Midwest, vu qu'il y a eu eh bien, un exode important, évidemment, les institutions bancaires aussi sont parties. Donc, il y a beaucoup moins de banques qui sont présentes sur ce type de marché. Et donc, bah, il y a une moins grande connaissance du terrain aussi. La deuxième chose, et on reviendra là-dessus aussi, il y a une notion qui est très importante en matière de financement, c'est la notion d'estimation du bien. On fait toujours passer ce que l'on appelle, enfin toujours généralement intervenir à un professionnel qui s'appelle un appraiseur, qui est quelqu'un qui va venir estimer la valeur du bien. Euh, le, le, L'appraiseur structure en fait son étude, son rapport pardon, sur un modèle de comparable. Donc il faut qu'il trouve autour des biens qui sont plus ou moins similaires et après il pondère évidemment la valeur qui sont autour avec eh bien, le bien en question et donc il détermine la valeur du bien pour la banque, pour savoir si la banque tout simplement est dans les clous en matière de financement. Autrement, ça serait un trop grand risque pour elle. Imaginons que la valeur du marché sur le bien, c'est 100 000 dollars et que le bien est sous contrat à 200 000 dollars. Évidemment, la banque a besoin de savoir si le bien en question n'a pas été acheté beaucoup trop cher. Parce que demain, s'il y a un défaut sur l'emprunt, évidemment, ça poserait un problème eh bien, si la banque devait revendre le bien, devait saisir pour le revendre. Donc, cette notion est bien comparable dans une ville comme Détroit, par exemple. Elle est très compliquée parce qu'il y a un marché qui est très hétérogène, où il y a des biens qui sont à l'abandon, où il y a des biens aussi qui sont très peu onéreux. On a beaucoup de biens qui sont en dessous de 50 000 dollars sur cette ville. Et donc, évidemment, bah, c'est compliqué d'avoir des comparables. C'est aussi une autre chose. Et ça me fait revenir sur mon premier point concernant les institutions financières qui sont parties de Détroit, par exemple. Évidemment, à 50 000 dollars, je pense que ça intéresse peu de monde tout simplement d'obtenir un financement où très peu de banques vont accepter de faire un financement sur un si petit ticket. Parce que, évidemment, que vous fassiez un dossier pour 50 000 dollars ou 500 000 dollars, c'est pas du tout le même volume à traiter, mais c'est à peu près le même temps que ça implique pour les salariés ou pour les courtiers qui doivent obtenir le prêt. Donc, cette échelle de grandeur, évidemment, a une importance aussi. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que bien il y a peu de banques qui sont présentes sur Détroit. Donc globalement, voilà, aujourd'hui, ce genre de marché est uniquement réservé à des investisseurs ou alors à des organismes à but non lucratif. Notamment, les villes ont mis en place tout un tas de systèmes. Ce genre de ville, à Cleveland, c'est la même chose, un système où eh bien, elles font du financement, notamment pour les primo-accédants. Mais là, donc là, c'est vraiment destiné eh bien, à des propriétaires occupants et pas à de l'investissement. Mais donc, voilà, ça vous explique un petit peu mieux aussi eh bien, pourquoi dans certaines villes, il n'est pas du tout possible d'avoir du financement. Et ça vous montre aussi qu'il n'est pas possible d'avoir du financement de partout aux États-Unis. Ça dépend bien sûr du marché. Dernier point sur lequel je voulais revenir, mais avant tout ça, je vous ai quand même sorti un classement
concernant les banques, les meilleurs marchés pour les banques. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs marchés pour les investisseurs et pour l'investissement, mais en tout cas, c'est ce qui rassure le plus les banquiers. C'est un classement un rapport de Quicken Loan, pardon, c'est une des plus grosses institutions en matière de financement aux États-Unis. Je pense que cette entreprise, elle appartient à Dan Gilbert, qui est un très gros investisseur du Midwest, justement de Détroit et de Cleveland. Et d'ailleurs, il n'y a aucune des villes du Midwest qui apparaît là-dedans, bien sûr. Alors, dans le classement, en fait, le top 5, pour vous le donner rapidement, Orlando, Floride, Atlanta en Géorgie, Las Vegas dans le Nevada, Charlotte, Caroline du Nord et Dallas au Texas. En fait, je crois que les banques recherchent surtout de l'homogénéité sur le marché, le fait que, évidemment, eh bien, les comparables soient bons, qu'il y ait vraiment un marché où il n'y ait pas une différence importante de valeur. En tout cas, je parle sur un zip code ou sur un quartier. Ça, c'est quelque chose que les banques apprécient beaucoup. Et puis également que le marché progresse, bien sûr, de manière linéaire. Voilà. C'est ce qui rassure, à mon sens, le plus les banquiers. Donc, ce classement, voilà, ça vous donne déjà une indication sur un peu le type de marché sur lequel il faut s'intéresser. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs marchés en termes d'investissement, en termes de rentabilité, en termes de prise de valeur. Mais en tout cas, pour les banques, c'est là-dessus c'est des marchés qui vont les intéresser. Deux notions quand même à comprendre aussi, c'est qu'on reviendra là-dessus, mais globalement, une banque, pour un financement, va regarder le cash qui est disponible euh, de l'emprunteur, chez l'emprunteur, et également son niveau de revenu. On reviendra là-dessus un peu plus tard, mais je voulais juste introduire ces deux notions dès le départ pour que vous compreniez déjà un petit peu mieux euh, tout ça. Et du coup, ça me fait rebondir sur le troisième point. Quelle est la meilleure propriété pour un financement aux États-Unis, appartement ou maison? Clairement, les choses sont. Alors, euh, c'est pas, faut pas être manichéen, c'est-à-dire que c'est pas que les maisons ou que les appartements, mais quand même il y a une tendance qui se dégage. Les banquiers préfèrent de manière globale plutôt les maisons individuelles pour plusieurs raisons. Bon, déjà sur un appartement, vous êtes dans le système de la copropriété avec eh bien un potentiel de charge de copropriété qui va évidemment venir peser en plus sur eh bien le coût mensuel du bâtiment. Donc, ces notions-là sont importantes. Et puis, la deuxième chose aussi que eh bien, les banquiers regardent, c'est évidemment les notions d'espace commun. En fait, tous les espaces communs supplémentaires qui ne sont pas la propriété eh bien, de l'investisseur, du propriétaire de l'appartement, sont des choses qui sont considérées à risque pour la banque. Et donc, ce qui fait aussi que vraiment les condos, ce qu'on appelle les condominiums ou même les coops, qui est un autre modèle un peu différent, euh, eh bien, sont des modèles qui sont moins privilégiés par les banques. Elles préfèrent vraiment eh bien, la maison individuelle, puisque le propriétaire est beaucoup plus maître aussi des charges qui sont inhérentes à la propriété. Euh, Autre chose que les appraiseurs notamment regardent, ils préfèrent, enfin, globalement, les banques, donc les appraiseurs aussi préfèrent les appartements qui sont dans des immeubles plus petits plutôt que dans de grandes résidences, qui pour eux eh bien, présentent un risque plus important. Alors, je vous donne des informations sur lesquelles je n'ai pas toujours de réponse. J'essaye de faire des recherches à chaque fois que je vous prouve quelque chose, mais dans la limite eh bien, de ce que l'on peut trouver, on va dire, ce que peut trouver le grand public. Et c'est vrai que là-dessus, pourquoi est-ce qu'il y a un risque plus important sur des grands bâtiments plutôt que sur des petits? Peut-être que Marine nous en reparlera tout à l'heure. Elle a peut-être une réponse. Moi, de mon côté, j'explique pas. Généralement, les grands bâtiments sont synonymes aussi de plus de charges. Peut-être qu'aussi les assurances sont plus élevées sur les grands bâtiments. Je parle des assurances parties communes qui sont souvent eh bien, intégrées dans ce qu'on appelle les HOA, donc les charges de copropriété. Donc, c'est pour ça aussi peut-être que le risque est plus grand pour la banque, ce qu'elle considère. Ouais. Je Deuxième. voulais juste, oui, Allez, enfin, vas-y, Marine. concernant les high-rise buildings, en fait, nous, on a plus de difficultés à financer les high-rise buildings, mais c'est surtout sur Broward County et Miami-Dade. Donc, Okay. dans le reste de la Floride, c'est
aussi facile qu'un mid-rise ou un petit building. Mais voilà, c'est pour Miami-Dade et Broward, c'est là que c'est plus compliqué, les plus de 8 étages. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Tu connais la raison? Non, je ne connais pas la raison. En plus, c'est vraiment ciblé sur South Florida, donc Mais peut-être que c'est Miami-Dade, lié. Broward. Je me dis que sur ces deux comtés, on sait que sur Fort Lauderdale et sur Miami, il y a ce genre de bâtiments, c'est généralement des bâtiments quand même classe A, plutôt luxe. Donc généralement aussi Oui, des HOA qui sont assez énormes. Voilà, c'est vrai. vous avez 1500 pieds carrés, vous êtes tout de suite à plus de 1000 $ par mois de HOA. Enfin, généralement, c'est à peu près ce que j'ai en tête. Parce que vous avez toujours la piscine, une salle de gym, vous avez parfois un voiturier. Il y a pas mal de charges. Je me dis que c'est un peu ça quand je vois un peu le marché. C'est sûr que tout ce qui est l'oreille, c'est vraiment plutôt des bâtiments historiques ou des bâtiments qui sont moins onéreux aussi en entretien. Donc, sans doute que c'est lié à ça. Je vois que cette raison-là, quoi. C'est ce qui, à mon sens, a le plus de sens. Euh, pour enchaîner du coup sur deux notions quand même qui sont importantes, il y a deux types de financement de manière globale, mais je laisserai derrière Marine du coup revenir là-dessus aussi. Juste pour vous en parler en 2 minutes, le prêt résidentiel versus le prêt commercial, qu'est-ce que c'est? En fait, le prêt résidentiel, ça va vraiment être un emprunt euh, pour un investisseur qui va vraiment se rapprocher d'un emprunt que l'on fait pour une résidence principale. C'est vraiment le prêt qui va se baser sur à la fois le cash que vous avez disponible, les revenus, pour caricaturer un petit peu, et moins sur le bâtiment en tant que tel et la performance. Donc voilà, ce qui va plus être sur des bases qui sont liées à l'investisseur et non pas à l'actif. Euh, Contrairement à l'emprunt commercial qui, lui, va beaucoup plus se baser sur la performance du bâtiment. Généralement, les prêts commerciaux sont, sont destinés à des bâtiments d'au moins 4 ou 5 appartements, donc des immeubles, et dont on achète l'immeuble en entier. Il est possible de faire du commercial sur des plus petites unités, je le sais, c'est moins commun, tout simplement parce que les prêts commerciaux sont plus chers. Généralement, les termes sont plus élevés. Les durées d'emprunt peuvent être aussi plus courtes. Donc, c'est ces notions qui font que quand on acquiert une maison individuelle, on va naturellement vers du prêt résidentiel, ou en tout cas, le courtier avec qui on travaille va aller naturellement vers ces solutions-là qui sont plus profitables pour l'investisseur. Juste une autre chose sur laquelle je voulais revenir, il est possible à la fois pour un résident américain comme pour un investisseur étranger d'avoir plusieurs emprunts. Euh, le maximum d'emprunts si on parle de prêt résidentiel, c'est 10 emprunts maximum. Donc vous pourrez avoir 10 financements sur donc 10 propriétés différentes. Maximum, si vous êtes marié, vous pourrez avoir jusqu'à 20, c'est la limite. Et donc c'est pour ça qu'après on est obligé de passer sur les prêts commerciaux. Voilà, c'est la limite qui est imposée, de ce que je sais en tout cas. Euh, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce slide. J'enchaîne sur le slide d'après pour vous donner eh bien déjà à peu près les prérequis qui sont regardés quand on fait de l'emprunt aux États-Unis. La première chose que l'on regarde, déjà le premier conseil que je vais vous donner, c'est que plus vous allez montrer en fait à la banque, mieux ça sera pour vous. Quand je veux dire montrer, c'est-à-dire montrer vos revenus, montrer le cash qui est disponible. Il faut, aux États-Unis, quand vous faites un emprunt, il faut un peu se mettre à nu et vraiment donner eh bien, le plus de documents possible, tout simplement pour avoir les meilleurs termes possibles. Il y a une autre notion qui est importante qu'ont les résidents américains, c'est la notion évidemment de crédit score, qui est beaucoup regardée. Pour les investisseurs étrangers, c'est différent et je laisserai Marine nous répondre là-dessus plus tard. Mais pour cette notion-là est très importante évidemment. Alors bien sûr, il est possible d'emprunter qu'on soit salarié ou entrepreneur ou indépendant, chef d'entreprise, commerçant. Je vais vous donner voilà, la base des prérequis de ce qu'il faut donner quand on veut faire un emprunt aux États-Unis. Alors, bien sûr, il y a des notions il faut donner un justificatif de domicile, ses pièces d'identité, il faut rapidement se présenter, c'est ce que demande généralement la banque. Euh, Si l'emprunteur n'est pas salarié, alors il faut une lettre de son expert comptable, il faut, voilà, avec les références de l'expert comptable, toutes ces choses-là. Si l'emprunteur est salarié, une lettre des ressources humaines,
qui peut inclure le poste de la personne, le salaire, une lettre signée et datée, les fiches de paye, généralement les 3 derniers mois. Et puis après, bah, il y a toute une vérification patrimoniale qui est demandée aussi. Donc, bah, comme les relevés de compte, tout simplement, qui sont demandés, ce qu'on appelle les statements aux États-Unis. Et puis, bah, tous les actifs financiers, donc ça peut être des comptes bancaires, comptes chèques, comptes courants, comptes d'épargne, des comptes aussi à terme. Tout ça peut rentrer bien dans la vérification patrimoniale et dans l'asset. Et c'est ce qui va permettre aussi bien, à la banque de pouvoir jauger si l'investisseur peut obtenir un prêt résidentiel. La lettre de la banque aussi est quelque chose qui est important, de montrer que l'investisseur qui est étranger, là c'est vraiment propre aux étrangers, a une relation bancaire dans son pays au moins depuis 24 mois. Généralement, c'est ce qui est demandé. Euh, si vous avez un crédit à une banque, avoir une lettre de son conseiller. Voilà un petit peu ce que les prérequis de manière globale et un petit peu à la volée. Évidemment, tout ça, c'est une base. Et puis après, généralement, on redemande des documents supplémentaires. Parfois aussi, il y a moins de documents en fonction des programmes dans lesquels, eh bien, sur lesquels on travaille, les programmes de financement. Euh, voilà. Juste, je voulais revenir aussi sur une anecdote en fait que je voulais vous partager. Moi, je fais de la construction sur la côte ouest de la Floride à Port-Charlotte. On travaille principalement avec des investisseurs francophones et notamment européens, donc beaucoup d'investisseurs étrangers. Et donc, je voulais vous partager le cas d'une personne qui n'était pas forcément le dossier le plus simple à financer, pour vous montrer tout simplement qu'il est pratiquement possible pour tout le monde d'obtenir un financement aux États-Unis, pratiquement pour tout le monde. Évidemment, il y a des cas où c'est pas possible, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de limites. Euh, la personne en question est quelqu'un qui n'a pas du tout de revenus, qui ne peut pas présenter de revenus, d'accord. Par contre, qui a une surface financière assez importante, voilà, autour de 800 000 dollars. Et donc, c'était pour le financement d'un duplex qu'on lui a construit. Un duplex, donc, qui a une valeur d'un peu plus de 400 000 dollars. Les termes qui ont été obtenus, qui ont été faits eh bien, ce début d'année, eh bien, sont de l'ordre de 5,5% pour un emprunt sur 30 ans. Alors, ça peut paraître bien sûr beaucoup plus haut que ce que l'on a en Europe, en France. Maintenant, quand on connaît le retour sur investissement aussi que l'on peut générer aux États-Unis, notamment en Floride, si on choisit bien son actif, évidemment que c'est très positif. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut emprunter sur plus long aux États-Unis. Là, généralement, on propose 30 ans. Bien sûr, on peut emprunter sur plus court, jusqu'à 15 ans. Voilà, 15, 20, 25, 30. Mais 30 ans, ça permet vraiment d'être orienté beaucoup plus cash flow, comme on dit, et donc de générer eh bien, un cash flow positif tous les mois. Et donc, eh bien, dans ce cas-là, l'investisseur est très content parce que son cash on cash, quand on retire tout, c'est-à-dire qu'on a son loyer, qu'on retire toutes les charges qui sont liées au bâtiment et l'emprunt, eh bien, il a un retour cash on cash qui est de l'ordre de 10% net sur les capitaux qu'il a investis. Voilà, qui sont de l'ordre du coup de 120 000 dollars puisqu'il a apporté 30% et les 70 autres pourcents ont été financés par la banque. Donc encore une fois, ça c'est quelqu'un qui est non résident américain qui n'a pas pu prouver d'income, de revenu. Donc vous voyez que si en plus on peut prouver un revenu, bah, tout de suite en fait vous avez des portes qui s'ouvrent à vous. Le courtier, et Marine réexpliquera son rôle, mais le courtier en fait il a tout un tas de portes à sa disposition et en fonction de votre profil, il peut en ouvrir certaines ou pas. Alors évidemment, vous n'avez pas accès à tout l'univers comme un résident américain ou un citoyen américain, mais il y a déjà une bonne partie de l'univers qu'on peut avoir si on peut prouver qu'on a des revenus, si on a la surface financière et les réserves nécessaires, évidemment. Donc, plus on peut prouver de choses, plus le courtier a accès à des portes pour pouvoir les ouvrir pour l'investisseur. Justement, ça me permet de rebondir sur un dernier point qui est eh bien, banque versus un courtier. Alors globalement, déjà, j'aimerais revenir sur une notion. On parle de banque dépositaire aux États-Unis. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que la fonction première des grandes banques américaines, c'est des dépôts. C'est d'organiser les dépôts, de pouvoir garder votre argent sur un compte, de vous donner des cartes de crédit avec des lignes de crédit, mais qui sont destinées à de la consommation, peuvent vous offrir tout un tas de produits, pourquoi pas aussi d'investissement financier. Mais ce n'est pas la fonction première de proposer des emprunts. Bien sûr, elles en proposent des prêts. Généralement, elles ont quand même beaucoup moins de solutions
que eh bien, les courtiers qui ont accès à tout ce qui est possible aux États-Unis, et encore plus quand on cherche à faire de l'investissement, qui est déjà quelque chose de spécifique, c'est pas pour résider dans sa résidence principale ou dans une résidence secondaire, et puis encore plus quand on est étranger. Voilà. Donc, je pense que clairement, les courtiers sont quand même les meilleures solutions, notamment pour les notions d'investissement et encore plus quand on est étranger. En termes de termes, c'est-à-dire de taux, de conditions, que ce soit d'un côté ou de l'autre, si vous pouvez être approuvé d'un côté ou de l'autre, ça ne se jouera à pas grand-chose, généralement, à moins que vous ayez un cas très spécifique. Mais généralement, les cas très spécifiques, les banques ne financent pas. Les banques, généralement, aussi, sont beaucoup moins flexibles et du coup, financent beaucoup moins facilement. Même, j'ai des expériences d'amis qui sont expatriés ici, donc résidents américains, eh bien, qui ne peuvent pas obtenir du crédit aux États-Unis. On a d'ailleurs un client en cours avec Marines, dont c'est le cas, qui n'a pas pu, qui a été voir plusieurs grandes banques, Bank of America, Chase, et qui l'ont tout dit qu'elle ne pouvait rien faire pour lui, alors qu'il y a bien évidemment, il n'y a pas de problème avec un courtier puisque c'est Marine qui s'en occupe. Donc voilà quelques premiers points sur lesquels eh bien, j'espère j'ai été clair. N'hésitez pas, on a prévu un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, il y a la petite boîte chat sur la droite. Notez vos questions et puis on reviendra dessus à la fin de la présentation, sans problème. Je passe. Alors, je vais juste faire une toute petite pause, juste pour voir si on n'a pas. Je suis désolé. Ah oui, il y a pas mal de monde. On a des retardataires, donc je vais les ajouter. Voilà. Les retardataires arrivent. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions dans la boîte sur le chat, notez-les et puis on revient dessus à la fin de la présentation. Je me remets sur la présentation et puis je te laisse la parole tout de suite. Ok, alors oui, donc pour revenir un petit peu, le rôle du courtier, donc c'est bien de rechercher le meilleur grossiste ou le wholesale lender, comme on dit ici, pour votre acquisition et faire approuver votre financement donc le plus rapidement et le plus simplement possible pour vous. Sachant que les banques grossistes sont accessibles uniquement par les brokers et les courtiers comme moi. Donc, en fait, elles ne travaillent pas en direct. Donc, c'est vraiment, nous, on a accès au wholesale lender et sinon, les autres banques, elles vont se fournir également au wholesale lender. Donc là, en fait, vous enlevez un intermédiaire. En fin de compte, voilà. Donc ensuite, pour parler des programmes principalement, donc on a deux programmes principaux pour les investisseurs étrangers. Donc soit le premier qui est avec revenu. Donc en fait, pour celui-ci, nous allons vraiment faire une vérification approfondie de vos revenus, de votre solvabilité. Donc l'endettement maximum est de 43% de dette par rapport à la dette États-Unis par rapport à vos revenus vérifiables sur les 2 dernières années. On va faire une moyenne. Les taux d'intérêt donc, sont les plus faibles sur le marché. Pour ce programme, il faut 2 ans, donc 24 mois de réserve en liquidité sur un de vos comptes à l'étranger. Il faut que ce soit visible, 24 mois d'échéance en fait, disponible sur vos comptes personnels. Et donc, l'apport minimum, c'est de 25% pour ce programme. Pour les maisons duplex, triplex, c'est 25%. Et pour les condominiums, donc c'est les appartements, ça, c'est minimum 35% d'apport. Voilà. Ensuite, le deuxième programme qui est le plus utilisé actuellement, les investisseurs étrangers qui ne désirent ou qui n'ont pas de revenus, qui ne désirent pas montrer de revenus. On a un programme également pour eux.
Donc là, pour ce programme, nous utilisons les performances du bien en question. Donc grâce à l'appraisal, donc l'estimation du bien et des revenus locatifs. Donc un expert va venir estimer tout ça et grâce à ce rapport extrêmement important, nous allons pouvoir déterminer les performances du bien et en fonction de ça, le taux est également déterminé. Mais souvent, les taux d'intérêt sont plus hauts pour ce programme-là. En ce moment, c'est dans les 6%. Voilà, mais c'est taux fixe sur 30 ans. Donc, pour ce programme-là également, donc on ne regarde pas du tout les revenus personnels. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Il y a un minimum de documentation à fournir et c'est 25% d'apport pour tout maison individuelle, duplex, triplex et condominium. En ce moment, parce que pendant la période de Covid l'année dernière, ça avait augmenté, mais là, on est redevenu à 25% d'apport. Voilà. Ensuite, dites-moi si je vais trop vite, peut-être. C'est bon, moi je pense que tout le monde suit. De toute façon, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez ça dans la boîte de dialogue et puis on vous y répond tout de suite après. Voilà. Et donc, après, donc, nous avons les prêts commerciaux. Oh, Donc, pardon. les prêts commerciaux, ah oui, c'est pour le point 4. Les prêts commerciaux à partir de 4 unités, donc des buildings des fourplex et également, ça peut être toutes sortes de biens commerciaux en fin de compte. Donc, en général, c'est minimum 600 000 $ de montant du prêt. Il ne faut pas en dessous. Pour tout ce qui est commercial, il va falloir vraiment des montants plus importants. Et là également, nous utilisons les performances du bien pour préqualifier le financement. Et en général, il faut 30% d'apport au minimum pour les commerciaux. Voilà pour ce slide. Et donc ensuite, pour le processus d'obtention du crédit, donc comment ça se passe? En premier, nous allons remplir une application ensemble par téléphone. Donc moi, je vous appelle en général via WhatsApp et on remplit toute l'application ensemble. Ensuite, je vous demande donc tous les documents, collecte des documents. Alors, il y a une lettre comptable en général indiquant vos revenus sur les 2 dernières années, plus le year to date. Alors, en français, comment est-ce qu'on peut dire ça? Plus le… Les 12 derniers mois, c'est ça? Oui, voilà, en fait, depuis le début de l'année, voilà. Ensuite, si vous êtes employé, les 2 derniers bulletins de salaire ainsi que vos 2 dernières déclarations de revenus. Une lettre de recommandation de votre banque française. Les 2 derniers mois de relevé bancaire sur lesquels on peut vérifier vos réserves disponibles. Donc, entre 6 mois ou 24 mois en fonction des programmes. Votre passeport et preuve de domicile en France. Voilà, ça c'est les documents principaux. Ensuite, on envoie tout ça à l'underwriting. Donc, on envoie le dossier au grossiste pour validation. Pendant ce temps-là, on va commander l'estimation du bien, donc l'appraisal. Il va vérifier, il va faire son rapport concernant la valeur du bien et des revenus locatifs. Donc, il va estimer tout ça en fonction des comparables. Donc, il y a 4 sortes différentes d'estimations et en fonction du financement, il va choisir laquelle estimation vaut le mieux pour votre projet, pour résumer. Ensuite, donc pendant ce temps-là également, en point numéro 5, nous allons ouvrir une LLC. Donc, c'est une compagnie aux États-Unis parce qu'en général, pour tout ce qui est investissement, les banques demandent à ce que vous closiez le titre de propriété sous une compagnie États-Unis. Donc, le plus souvent, on fait des LLC. C'est très simple à ouvrir. Et ouverture compte bancaire US, tout ça peut se faire électroniquement, donc virtuellement. Donc, c'est parfait pendant une période comme en ce moment. À distance. Ouais. Voilà, à distance.
Donc voilà, oui, il faut ouvrir un compte bancaire États-Unis parce que tous les mois, les échéances sont débitées de ce compte. Ils ne peuvent pas être débités d'un compte international. Voilà, en point numéro 6, virement des fonds. Donc, vous virez vos fonds à la title company. Donc, on pourrait dire que c'est le notaire, un petit peu aux États-Unis, la title company. Donc, vous envoyez vos fonds et ensuite le closing. Donc, en période de Covid, nous proposons des closings à distance, c'est-à-dire que nous envoyons les documents officiels du financement directement à l'ambassade ou au consulat américain le plus proche de chez vous. De façon à notarier les documents par un officier américain valable pour les États-Unis. Autrement, si vous avez la possibilité d'être ici physiquement, c'est bien sûr plus facile. Et voilà, après le closing, remise des clés. Donc, si vous n'êtes pas là, peut-être avec votre management de compagnie, tel que les propose les services de Julien Reynard, je pense. Voilà. Et donc, tout Mieux voir. ça en 30 à 45 jours. Pardon. Pardon. Ouais, c'est quand même assez rapide, hein, finalement. Le financement s'obtient quand même rapidement. Et encore 30-45 jours, ça peut être. C'est vraiment le max parce que. Oui, en fait, c'est long pour les États-Unis, mais c'est rapide par rapport à la France. Voilà, exactement. Et encore, on peut aller plus vite. Là, en ce moment, Marine, elle est tellement forte qu'elle est en train de me faire un financement express. On va peut-être arriver à le faire en 20 jours, En 15 jours, j'essaye. en 15 jours. Mais Voilà. bon, ça, c'est pour les Américains ou les green card holders. Donc, Donc, ça peut aller très vite, voilà, d'obtenir un financement. Ça, c'est certain. Euh, et effectivement, il n'y a pas grand-chose qui limite, même en temps de Covid et de travel ban, eh bien, l'obtention du crédit. Ça, c'est quand même top. Et on sait de quoi on parle parce qu'on a des dossiers en cours avec des gens qui ne peuvent pas se oui. déplacer et on se débrouille toujours pour que les choses se passent et les choses se passent. Voilà. Du coup, pour conclure sur cette présentation, moi, je voulais revenir sur un premier point concernant les taux, parce que c'est quelque chose qui étonne beaucoup les investisseurs, en tout cas, moi, nos clients et puis nos contacts, évidemment, qui veulent savoir un peu comment ça fonctionne en termes de taux. Évidemment, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut avoir en Europe, tout simplement parce que le marché bancaire n'est pas le même. En Europe, on a des taux qui sont négatifs. Euh, les, J'entends les taux d'emprunt de l'État, alors qu'aux États-Unis, eh bien, on est sur des taux positifs. Donc forcément que les banques derrière doivent répercuter, et c'est ce qui fait que vous avez des taux qui sont plus élevés aux États-Unis. Malgré tout, j'ai essayé de refaire un petit historique pour vous faire comprendre quelle était la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est très très favorable à l'emprunt aux États-Unis. On est parmi les taux les plus faibles jamais connus. Euh, on est en train de vivre une belle période pour cette raison-là. C'est pour ça aussi que les marchés immobiliers sont très soutenus de partout, et notamment en Floride, parce que eh bien, l'argent coûte peu cher, en gros. Euh, je, pour reprendre deux chiffres que vous voyez à l'écran, en 1980, alors personnellement, j'étais pas né, mais je sais que certains lenders m'en ont parlé, ils ont connu des taux à plus de 16%. Alors évidemment, l'inflation était aussi c'était corrélé à l'inflation et peut-être aussi au développement économique à ce moment-là. Mais 16%, c'était quand même énorme euh, de taux. 2012, on a connu là, déjà les taux parmi les plus faibles historiquement, en moyenne 3,31% à l'année. Je vous ai remis 2020. Vous voyez qu'on était encore plus faible à 3,21%. Et là, au 1er avril, le relevé que j'ai, c'est 3,18%. Donc ça, c'est les taux en moyenne, évidemment, dans lequel on fait vraiment le mix avec aussi ce que peuvent obtenir un citoyen américain, un résident américain. Et vous, en tant qu'étranger, sans doute que le terme sera plus élevé. Malgré tout, ça vous donne déjà une idée eh bien de la courbe, de comment évoluent les choses. On est aujourd'hui dans une situation où l'emprunt est peu onéreux. Vous bloquez votre taux sur 30 ans, alors que potentiellement, évidemment, tout va augmenter. L'inflation va augmenter et donc vos loyers potentiels aussi. Donc, vous, l'argent ne vous coûtera pas plus cher. C'est ça qui est quand même assez incroyable avec l'effet de levier que peut apporter la banque. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont un revenu
qui a un minimum de patrimoine financier, qui s'intéresse aux États-Unis, ont tout intérêt à faire du financement aux États-Unis, véritablement. C'est un crédit hypothécaire, donc dans tous les cas, le risque est lié à ce qu'il y a dans le crédit, à savoir le bâtiment en tant que tel. Si vous limitez ça à une LLC, évidemment que vous n'engagez pas votre patrimoine autre que ce qu'il y a dans la LLC. C'est la première chose à retenir. Mais surtout, le levier bancaire, la première chose, c'est que ça vous permet de diversifier beaucoup plus vite votre portefeuille. Avec 300 000 dollars, je peux acheter un bien cash ou je peux acheter trois biens en mettant 100 000 dollars d'apport. Et ça, bah, évidemment, en termes de diversification, on diversifie avec trois fois plus de locataires. Il y en a un qui ne paye pas, les deux autres peuvent continuer à payer. On diversifie aussi potentiellement eh bien, sur le type de bien dans lequel on investit. On peut investir dans des biens qui sont dits plus à risque, dans des quartiers, on va dire, en développement. Un autre bien dans un quartier où c'est plus développé. Donc ça, c'est autre chose à prendre en considération. Et puis aussi, on diversifie sa plus-value. Évidemment, si on a fait un mauvais achat à un moment donné, mais qu'il y a un autre bien qui a été bien acheté et qui permet de faire de la plus-value, bah, ça permet de compenser la mauvaise affaire qu'on a fait d'un côté. La deuxième chose, c'est évidemment aussi que ça permet de progresser plus vite. Je parlais de la plus-value tout à l'heure. L'argent de la banque vous permet d'acquérir un bien, peut-être que vous ne pourriez pas vous payer en cash. Et en plus de cela, vous pouvez potentiellement faire une plus-value sur ce bien. Donc, vous pouvez vraiment avoir une progression qui est beaucoup plus rapide. Voilà. Et du coup, c'est lié aussi au point suivant, obtenir de meilleurs rendements, tout simplement parce que je reviens sur cette notion dont je vous parlais tout à l'heure, le cash on cash, le retour net sur capitaux investis. Compte tenu des taux et des rendements, si on se positionne sur les bons actifs, sur les bons produits, on peut mécaniquement avoir de meilleurs rendements en empruntant à la banque, tout simplement. Voilà, c'est tout simplement des maths, mais globalement, vous achetez un bien en cash, il vous donnerait peut-être 6 ou 7 net de rendement. En empruntant 70 pour acquérir le bien à 4 le bien va peut-être générer 8 ou 9 net de retour sur investissement. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment à considérer parce qu'évidemment, bah, avec un dollar investi, vous allez produire beaucoup plus. Il y a une autre chose qu'il faut prendre en considération aussi, c'est l'aspect taxes et impôts. Grâce à l'emprunt, vous avez aussi capacité à passer plus de choses en charge, notamment bien l'intérêt qui peut passer dans la case charge et donc vous permettre aussi d'avoir du coup un bénéfice imposable plus faible. Donc ça, c'est quelque chose aussi, bien sûr, d'important à prendre en considération. Voilà. Et Marine voulait nous parler, pour conclure aussi, du cash out et du refinancing. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Alors voilà, par exemple, si vous avez acheté votre bien immobilier en cash par le passé, vous pouvez très bien le faire refinancer avec moi, par exemple. Et on peut donc cash out jusqu'à 75% de la valeur du bien. Ou alors revoir les taux d'intérêt, refinancer pour diminuer le taux d'intérêt. Donc, même si vous investissez aujourd'hui avec un taux plus élevé ou plus faible ou vous aviez un produit cash, voilà, on peut toujours revenir et refinancer plus tard et cash out, ça c'est la meilleure solution en ce moment. Jusqu'à 75%, c'est vraiment élevé. L'année dernière, ils allaient jusqu'à 50% en cash out. Et là, on est revenu à la normale. Donc, 75% de la valeur, c'est vraiment bien. Évidemment, avec le Covid, il y a eu des choses qui se sont ouvertes, fermées, qui ont évolué. Mais c'est vrai que Oui, globalement, de ce que tu me dis, les choses sont quand même beaucoup revenues à la normale dernière. oui. Au premier trimestre, là, vraiment, tout est revenu comme avant, C'est parfait. si je puis dire. Je peux aussi vous donner un exemple personnel. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui font du refinancing en ce moment, qui avaient des taux qui étaient, des termes qui étaient moins bons que ce qu'ils peuvent obtenir aujourd'hui. Enfin, je pense. En tout cas, ça a été mon cas. Pour vous donner un exemple, j'ai dû contracter un emprunt sur ma résidence principale il y a un an et demi, peut-être de ça, ou 2 ans, avec un taux qui était de l'ordre de 4,5%. J'ai fait refinancer, il y a, je pense, 9 ou 10 mois, avec un taux aujourd'hui qui est de l'ordre de 2,7%. Donc évidemment que ça change pas mal la mensualité.
Alors, ce qui se passe quand on fait un refinancement, il faut refaire un closing avec une title company. Donc, oui, vous repayez les Oui. frais qui sont liés à ça. Mais globalement, évidemment, ça change quand même pas mal la donne. Entre-temps, voilà, les taux ont beaucoup diminué sur 2020. Ça a été un des effets du Covid.